Allez, encore une manche et je pourrai leur prouver que je ne suis pas un manche. Bah, Pierrot, qu'est-ce que tu fais? Je me prépare pour mon voyage vers Ross 128b. Il paraît que c'est une exoplanète habitable. Je t'enverrai une carte postale. Eh bah bon courage pour y aller, parce qu'elle se trouve à 11 années-lumière. C'est-à-dire qu'en y filant à la vitesse d'un Boeing 747, tu mettrais 22 millions d'années pour l'atteindre. Alors bonne chance pour trouver un facteur qui veuille bien partir avec toi. Oh, la tuile! Ne t'en fais pas, Pierrot. De nombreuses personnes avant toi ont rêvé d'aller dans l'espace. Et leur premier moyen de locomotion n'a pas été la fusée, mais bien l'imagination. Je peux t'en parler, car je me trouve dans une bibliothèque. Alors, on fait le voyage? Pour sûr! Allez Marcel, on va explorer les étoiles! Tout en essayant de rester bien luné. Ah, Pierrot, je suis actuellement dans un lycée de Lyon pour rencontrer un professeur de philosophie. Et oui, pour comprendre l'origine de la conquête de l'espace, il faut remonter dans l'Antiquité. Or, à cette époque, les savants étaient aussi des philosophes. Quand ils levaient les yeux au ciel, ce n'était pas seulement pour regarder les étoiles, mais aussi pour dire des choses sur notre monde. Oh! Alors, professeur, est-ce qu'il est vrai que pour le grand philosophe Aristote, la Terre était au centre de l'univers? C'est vrai, à cette nuance près qu'il vaudrait mieux parler de monde que d'univers. L'univers, c'est un concept moderne qui renvoie à l'idée d'infini, alors que le monde d'Aristote, c'est un monde fini. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller indéfiniment dans la même direction. C'est une sphère, une vaste sphère qui, en son centre, a un globe, le globe terrestre. Et par-dessus le globe terrestre, vous avez la sphère sur laquelle la Lune tourne autour de la Terre, puis plusieurs sphères où tournent les planètes, et enfin la sphère extrême, qui est la sphère des étoiles fixes. Vous dites étoiles fixes, mais les étoiles ne bougent pas? On les appelle les étoiles fixes parce qu'elles sont immobiles les unes par rapport aux autres, mais en fait elles tournent tout en même temps, alors que les planètes tournent à un autre rythme. C'est pourquoi on les appelle les planètes, c'est-à-dire les étoiles qui errent, qui sont errantes. Et bien sûr, au centre, le globe, qui lui est fixe, qui est limité, et ça, Aristote sait le démontrer, que la Terre a la forme d'un globe. Ah oui, donc ce monde des étoiles a l'air quand même très ordonné. C'est un mouvement très ordonné quand on va dans le domaine des étoiles, des planètes, du Soleil et de la Lune. Là, c'est ce qu'on appelle le monde supralunaire, le monde au-delà de la sphère de la Lune. En revanche, le monde sublunaire est moins ordonné. Là, il peut y avoir du désordre, de la contingence. Quand vous voyez qu'un arbre pousse, ça ne donne pas toujours exactement le même résultat. Alors que quand vous regardez les étoiles, elles se déplacent toujours également au même rythme et on peut prévoir exactement dans quelle position elles seront des jours, des mois, des années plus tard. On peut le calculer. Donc c'est un ordre rationnel, nécessaire et même jusqu'à un certain point mathématisable. Et oui, quand Aristote regarde le ciel, il voit les étoiles fixes, et puis le soleil qui tourne avec régularité autour de la Terre, mais aussi la Lune, sphère lisse et parfaite, qui éclaire nos nuits. Tout est bien ordonné. En revanche, quand il regarde les hommes, Aristote les voit changeants, naissants et mourants. Autrement dit, le monde sublunaire est en proie à l'instabilité, alors que le monde supralunaire, lui, est parfait. Dans le système que construit Aristote, les hommes en prennent pour leur grade. Dis Pierrot, ce monde supralunaire a l'air très accueillant. Eh Marcel, tu nous emmènes? Surtout pas! Mais dis donc, tu ne connais pas le mythe d'Icare? Icare? Moi je connais surtout le mythe du Ricard. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un... Ce mythe, j'aime personnellement l'appeler le mythe du tocard. Il raconte comment le jeune Icare s'est évadé du labyrinthe du roi Minos avec l'aide de son père, Dédale. Et comme c'est justement Dédale qui avait construit cet immense labyrinthe, il sait que la seule issue possible, ce sont les airs.
ni une ni deux, il met au point des ailes qu'il attache au bras de son fils avec de la cire. Seulement, Dédale met en garde Icare. Il ne doit s'approcher ni de la mer, dont l'humidité amollirait la cire, ni du soleil, dont les rayons feraient fondre la cire. Alors, ni une ni deux, nos deux amis s'envolent. Mais ce qui devait arriver arriva. Le jeune homme, fasciné par l'astre brûlant, ne peut s'empêcher de s'en approcher. « Papa, je vole !» Ses ailes fondent doucement. Et il tombe à la mer, où il se noie. « Je ne veux pas mourir, papa. » La mer où tombe Icare prendra son nom. Elle deviendra la mer icarienne. C'est assez révélateur de la place qu'occupent les mythes dans la réalité. En effet, Icare est donné en exemple à tous les Grecs, et puis aussi aux Romains qui hériteront de cette culture. En s'élançant dans l'espace pour atteindre le domaine des dieux, il incarne la démesure de l'ambition, de l'orgueil humain. Les mortels doivent apprendre à rester à leur place, sous peine d'être châtiés. Dis donc, Pierrot, tu es sûr que tu n'as pas oublié quelque chose? J'en connais, moi, un Icare qui a réussi à atteindre le domaine des dieux. Ah oui, la petite voix, je vois à quoi tu fais référence. Le mythe d'Icare, comme de nombreux mythes, a été repris, voire détourné par de nombreux auteurs. C'est ainsi qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, un certain Lucien de Samosate écrit l'Icaro-Ménippe. C'est un récit assez court et assez étrange dans lequel Monsieur Ménippe décide d'aller se plaindre aux dieux du comportement des philosophes, qui se montrent, à son avis, arrogants et dogmatiques malgré leur ignorance. En fait, l'hubris qui est dénoncée ici, ce n'est plus celle d'Icare, mais celle des pseudo-savants. Oui, la neurologie, c'est comme une bouteille, tu la tiens dans la main avec l'auriculaire, l'éducation... Mais monsieur Aberkan, on ne comprend rien à ce que vous dites. Donc Ménippe, lui, il arrive à s'envoler dans l'espace, et pour cela, il s'attache dans le dos une aile d'aigle et une aile de vautour. Ça reste assez bizarre comme projet. Bien sûr, mais c'est parce que chez Lucien, le bizarre peut dire quelque chose de vrai. Il utilise le prétexte de l'espace pour retourner complètement nos conventions sociales. Et c'est ainsi qu'on assiste à un carnaval fantaisiste qui présente au monde un miroir déformant pour dévoiler tout ce qui ne va pas dans notre société. Écoute ça. J'arrive à l'instant de chez Jupiter. Voici le fait. Les premiers regards que je jetais sur la vie humaine m'avaient fait voir que tout ici-bas est ridicule, misérable, sans consistance. Dans cette disposition d'esprit, je crus que le meilleur parti était de m'adresser aux philosophes, pour éclaircir tous mes doutes. Mais bien loin de dissiper mon ancienne ignorance, ils me jetèrent dans des perplexités plus grandes encore. Mais là, où je vis éclater leur ignorance et leur sotte vanité, c'est qu'au lieu de ne parler que par conjecture de ces phénomènes difficiles à comprendre, ils soutenaient leur avis avec emportement. À bout de moyens, je m'avisais que la seule issue offerte à mes doutes, c'était de m'attacher des ailes et de voler moi-même au ciel. Alors, je gravis l'Olympe et je m'élançai droit au ciel. Arrivé à la Lune, j'éprouvais un peu de fatigue, surtout dans l'aile gauche, celle du vautour. C'est alors que, regardant vers la Terre, j'aperçus parfaitement les villes, les hommes et ce qu'ils faisaient. Ce n'était qu'adultère, meurtre, embûches, brigandage, parjure, terreur, trahisons entre parents. Ample comédie à 100 actes, ayant pour scène l'univers. Alors je battis des ailes et repris mon vol, quand la Lune, d'une voix féminine, m'adressa la parole. « Ménippe, me dit-elle, rends-moi donc service. C'est une simple requête à présenter à Jupiter de ma part. Je suis excédé de toutes les extravagances que j'entends les philosophes débiter sur mon compte. Ils n'ont d'autre occupation que de se mêler de mes affaires, quel je suis, quelle est ma grandeur, pourquoi je suis tantôt coupé en deux et tantôt à demi pleine. Les uns prétendent que je suis habité, les autres que, semblable à un miroir, je suis suspendu au-dessus de la mer. Ah, c'est au point que j'ai souvent délibéré, la nuit m'en est témoin, d'émigrer le plus loin de possible afin d'échapper à leur langue indiscrète. » Merci la petite voix. Et oui, chez Lucien, c'est en imaginant un récit fantaisiste et qui se déroule dans l'espace qu'il pourra ridiculiser les philosophes, les savants et ceux qui croient détenir la vérité. Ménippe est donc bien le nouvel Icare qui vole jusqu'aux cieux et se rit des petites batailles des grands intellectuels pour les rappeler à leur place. Et oui Pierrot, je suis actuellement au planétarium de Vaux-en-Velin, et on ne peut être que d'accord avec Ménippe, on se sent si petit devant ça. Finalement, Lucien est assez proche de ceux qu'il critique, dans la mesure où il utilise l'espace pour remettre en question le monde des humains. Et oui, rappelons-nous que pour Aristote, le monde sublunaire est aussi un lieu de chaos qui se cherche tant bien que mal un ordre. Oh! Hop!
La grande différence, c'est que pour Lucien, l'espace est aussi un grand désordre. Il peint ainsi dans ses histoires vraies une société lunaire étonnante dans laquelle il n'y a pas de femmes, où les hommes naissent par le gras de la jambe et où être chauve, c'est plutôt stylé. Oui, Redek, l'espace est effectivement le lieu d'un retournement esthétique, avec ses questions de capillarité. Mais que la Lune soit une sphère lisse et parfaite, comme chez Aristote, ou bien un personnage de roman qui parle, comme chez Lucien, elle jette tout de même les hommes devant leurs conditions. Ils sont décidément bien petits. Et ça ne va pas s'arranger avec Galilée, qui fabrique un des premiers télescopes. Nous sommes alors au XVIIe siècle. Comme l'industrie du verre a fait de grands progrès et que Galilée a de bonnes notions d'optique, il fabrique une longue vue très puissante. Alors, il se juche en haut du campanile de Venise et pendant l'hiver 1609-1610, il scrute la Lune. Ah dis donc, ça fait haut! Il devait avoir une vue imprenable! Et dis-moi Pierrot, qu'est-ce qu'il découvre? 3 choses. D'abord, la Lune n'est pas une sphère lisse et parfaite, mais un satellite accidenté, meurtri de hautes montagnes et de crevasses profondes. Ensuite, le Soleil n'est pas lisse et parfait non plus, car il a des taches. Enfin, Galilée observe 4 lunes qui gravitent autour de Jupiter. Ce sont donc de gros objets célestes qui ne gravitent pas autour de la Terre. En clair, Galilée a la preuve qu'Aristote a menti. Mais non, Pierrot, Aristote n'a pas menti, il s'est simplement trompé. Et comme les savants dont se moquait Lucien de Samosate, il a ordonné tout son système autour de son erreur. En astronomie, donc, toutes ces affirmations s'effondrent alors qu'elles faisaient autorité depuis presque 2000 ans. En l'espace de quelques décennies, on a les intuitions de Copernic, les observations de Galilée, les confirmations de Newton. Il aura donc fallu un peu plus de 100 ans pour que le système héliocentrique remplace le géocentrisme. Autrement dit, les hommes, qui se croyaient au centre de l'univers, apprennent qu'en réalité, ils habitent une planète parmi d'autres, orbitant autour d'une étoile comme il y en a 200 milliards dans notre galaxie. Et oui, la petite voix, ces 100 années sont un tel bouleversement métaphysique, politique et philosophique que naturellement, ça se retrouve dans la littérature. Je suis de retour à la bibliothèque de la Pardieu à Lyon. Oh, regarde cet ouvrage. Il s'agit des Entretiens sur la pluralité des mondes de Bernard de Fontenelle, écrit en 1686. Il y vulgarise les nouvelles découvertes scientifiques de son époque dans un récit littéraire. Et pour cela, il a recours à une petite mise en scène. D'un côté, on a un savant, de l'autre, une ignorante. Une noob, comme disent les jeunes. Dans sa conversation galante avec le savant, elle devient le double de la lectrice qui doit être instruite. Malin comme procédé. Et oui, alors dans ce livre, on assiste à une conversation sur la Lune, les étoiles, la place de la Terre, le paradoxe qu'il y a à orbiter dans l'univers sans se sentir tourné. Et c'est justement en ça que l'œuvre de Fontenelle se révèle passionnante. Elle met le doigt sur le fait que les avancées scientifiques sont paradoxales. Par exemple, une des grandes découvertes de Galilée repose sur un paradoxe. Il découvre que, sur Terre en tout cas, les objets, qu'ils soient lourds ou légers, tombent à la même vitesse. Eh bien, pour une fois, les Grecs étaient d'accord avec toi, car étymologiquement, paradoxe, ça ne veut pas dire contradictoire, mais ça veut bien plutôt dire opposé à l'opinion majoritaire, à la doxa. Alors, à l'époque de Galilée, eh bien la doxa, c'est le géocentrisme, et c'est par l'observation scientifique qu'il est venu le contredire. C'est pour ça que Fontenelle laisse une grande place à l'imagination dans sa réflexion sur la démarche scientifique. Pour lui, être un bon scientifique, c'est avant tout proposer de nouvelles hypothèses inattendues pour sortir du cadre. Et pour cela, rien de tel que la stimulation de l'imagination. Ce qui est quand même incroyable, c'est que la folie imaginaire, chez Lucien, elle servait justement à ridiculiser les pseudo-savants. Alors que Fontenelle, lui, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, intègre très facilement l'imagination à son système de pensée scientifique. Tiens, écoute ça. Il déclare que très probablement, la Lune est habitée. En entendant cela, la marquise tombe de sa chaise. Et pourtant, pour Fontenelle, ça se tient tout à fait. Il demande simplement à la marquise de se mettre à la place des premiers Amérindiens qui ont vu arriver les caravelles de Christophe Colomb. Jamais il n'aurait pu imaginer une chose pareille. D'immenses bateaux avec à l'intérieur des hommes blancs recouverts d'armures de fer et armés de fusils. D'ailleurs, Christophe Colomb lui-même n'imaginait pas du tout découvrir un nouveau continent. Et pourtant, les faits sont là. En quelques heures, la Terre a doublé de taille. 2 civilisations étrangères se sont rencontrées. Fontenelle recourt en permanence à ce petit mécanisme, qu'il appelle le perspectivisme. Avant de juger d'une situation,
Il faut en permanence essayer de toute bonne foi de changer son point de vue. Regarde Pierrot, je viens de tomber sur un extrait de son livre qui éclaire ce que tu veux dire. Toute la philosophie n'est fondée que sur deux choses. Sur ce qu'on a l'esprit curieux et les yeux mauvais. Car si vous aviez les yeux meilleurs que vous ne les avez, vous verriez bien si les étoiles sont des soleils qui éclairent autant de monde, ou si elles n'en sont pas. Et si d'un autre côté, vous étiez moins curieuse, vous ne vous soucieriez pas de le savoir, ce qui reviendrait au même. Mais on veut savoir plus qu'on ne voit, c'est là la difficulté. L'homme a les yeux mauvais. Depuis Aristote jusqu'à Bernard de Fontenelle, il y a une chose qui n'a pas changé. Malgré les progrès de la recherche scientifique, les observateurs du ciel partagent tous un sentiment très fort. Quand ils regardent ce ciel, ils voient leurs défauts, leurs lacunes. Ils se sentent tout petits. On reproche à Aristote d'avoir mis au point un système dans lequel l'homme est au centre. Mais c'est négliger le fait que le monde sublunaire reste assez pourri. C'est le monde supralunaire, l'extérieur du cercle, qui est pur, mathématique, parfait, au poil. Quand Copernic et compagnie débarquent, ils améliorent notre compréhension de l'univers. Ils retournent complètement le système géocentrique, mais ils en tirent la même conclusion. À l'échelle de la galaxie, nous sommes petits, tout petits, minuscules. La recherche scientifique progresse, mais à chaque nouvelle découverte, elle repose la même question. Quelle est la place de l'homme dans l'immensité interstellaire? Plus nous l'observons, plus nous constatons que notre galaxie, riche de ses 200 milliards d'étoiles, n'est qu'une galaxie parmi 200 milliards d'autres. Il existe des mondes merveilleux que jamais nous n'atteindrons. Pierrot, dans ton télescope, tu vois les étoiles les plus majestueuses et tu sais qu'elles sont déjà mortes. Sur la frise de l'histoire de l'univers, nous représentons à peine un pixel. Nous sommes irréductiblement poussière et nous reviendrons à la poussière. Poussière. Tiens, ça me rappelle qu'il faut que j'achète un aspirateur, moi. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. J'hésite, pour oublier mon funeste destin, à envoyer des micro-impulsions à mon système dopaminergique en scrollant sur Facebook comme un dément en quête d'une quelconque nourriture pour mon ogre, mon orgueil insatiable, ou bien à me réfugier dans une boulimie de récits sériels tous identiques au fond, prêt à porter, prêt à consommer, prêt à oublier. Je me sens si seul ici, où je peux continuer à parler pour exister. Finalement, c'est ma définition, non? Je suis la petite voix qui résonne dans le silence et qui prie pour que quelqu'un l'écoute. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue d'aller vers le lieu où il se dirige. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur.